Bien, vous me pardonnerez, on a un petit peu changé de cadre. Je suis transporté dans le salon, c'est plus agréable. On passe au petit C, donc loin de subvenir toujours mieux à nos besoins, le progrès technique fait de nous d'éternels insatisfaits. Alors, notre leçon était partie de l'idée selon laquelle le progrès technique, comme tout progrès, allait nécessairement vers le mieux. Un progrès, c'est par définition l'amélioration d'un état, donc on se disait que le progrès, c'était forcément mieux. Bon, effectivement, on pouvait naïvement avoir l'idée que s'il y a progrès technique, autrement dit si on a des machines plus efficaces, d'une part notre travail sera facilité, voire remplacé, CF grand 1, d'autre part nos besoins seront toujours mieux satisfaits. Effectivement, sans doute que mon besoin de logement est mieux satisfait avec les machines puissantes que nous avons aujourd'hui qu'avec les outils rudimentaires qu'avaient nos arrière grands-parents. Bon. Donc, facilitation du travail et satisfaction accrue du besoin. Le progrès technique viendrait répondre aux besoins. Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est vrai? Vous voyez que le texte de Baudelaire commence par une concession. Il concède que le progrès est une réalité. Il prend deux exemples de progrès au début du texte, le progrès esthétique et le progrès matériel. Dans le cas du progrès esthétique, vous savez que donc Baudelaire, c'était aussi un critique d'art, c'était pas seulement un poète, donc il s'intéressait énormément à la peinture de son temps en particulier. Il était contemporain de Delacroix, d'Ingres, enfin de grands peintres de la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc, Baudelaire a l'air de considérer que on peut découper la carrière des artistes en différentes périodes et que les artistes ont la capacité de progresser. Évidemment, de progresser du point de vue technique. À force de pratiquer, les artistes maîtrisent mieux leurs outils, mais peut-être progresser dans un sens plus profond qui est que les artistes finissent par de mieux en mieux faire ce qu'ils veulent faire. Donc pas forcément, par exemple, pour un peintre, mieux respecter les proportions du corps humain, mais au contraire, réaliser plus parfaitement un projet qui peut tout à fait les éloigner du réalisme. Par exemple, dans le cas de d'Ingres, qui a peint un tableau très célèbre qui s'appelle l'Odalisque, si vous allez voir l'Odalisque d'Ingres sur Google, vous constatez qu'elle a à peu près 245 vertèbres. En tout cas, elle a beaucoup trop de vertèbres. C'est un tableau qui n'est pas du tout conforme aux proportions réelles du corps humain. Mais c'est aussi de cette étrangeté que vient sa beauté. Donc sans doute que Ingres, à force de penser son art, à force de le réfléchir, a trouvé les moyens d'adhérer plus parfaitement à l'idée qu'il avait ce qu'était un tableau réussi. Autrement dit, le progrès pour un artiste, c'est pas forcément de mieux respecter les règles générales de son art, c'est de mieux réussir à faire ce qu'il voulait faire depuis le début. Bon. Par exemple, dans le cas de Picasso, il est évident que sa période académique ne correspondait pas à ses attentes. C'est la raison pour laquelle il a commencé à déstructurer le corps humain en le représentant sous plusieurs facettes à la fois, en montrant sur le même plan des nez, des oreilles, des nuques, etc., etc. Voilà. Donc Baudelaire nous dit le progrès esthétique, il est incontestable, c'est quelque chose qui existe. Pareil pour le progrès matériel. C'est-à-dire que lui prend l'exemple de la nourriture, il est indiscutable que la nourriture que nous avons aujourd'hui est globalement plus saine, enfin en tout cas plus sûre pour la santé humaine, que celle qu'on pouvait trouver n'importe où en France au XVIIe siècle. On a beaucoup moins de chances d'attraper des maladies en mangeant quelque chose qu'on achète dans un magasin qu'il y a 3 ou 4 siècles. Donc Baudelaire ne conteste pas du tout la réalité du progrès. Ce qu'il va contester à la fin du premier paragraphe, c'est son caractère indéfini. Vous voyez, ligne 3-4, il nous dit mais où est, je vous prie, la garantie du progrès pour le lendemain? Car les disciples des philosophes de la vapeur et des allumettes chimiques l'entendent ainsi, le progrès ne leur apparaît que sous la forme d'une série indéfinie. Alors ça c'est un point essentiel dans la construction du concept de progrès à partir du XVIIIe siècle. Le progrès, je vous rappelle que c'est un concept qui nous vient des Lumières. Avec les Lumières apparaît l'idée d'une perfectibilité de l'homme, l'idée que l'homme est une créature qui peut s'améliorer, autant du point de vue moral que du point de vue technique, du point de vue militaire, architectural, ce que vous voulez. C'est une créature qui est capable d'amélioration, par opposition à l'animal qui fait toujours la même chose. Bon. Donc, les philosophes enfin ceux que Baudelaire appelle les philosophes du progrès, alors il y a clairement une connotation péjorative, voire méprisante dans son propos, c'est des gens qui pensent le progrès comme quelque chose qui va toujours continuer sans jamais prendre fin. C'est-à-dire la double idée de ça va jamais s'arrêter,
hein. L'homme va toujours continuer à devenir meilleur, et ça ne peut jamais s'arrêter, car il y a toujours de la perfectibilité. On n'a jamais fini d'inventer des machines plus sophistiquées, ou pour changer de type de progrès, pour parler du progrès moral par exemple, on n'a jamais fini de devenir meilleur, de devenir collectivement plus pacifique, plus doux avec les pauvres, plus sympathique avec les, je sais pas, avec les minorités. Enfin, on n'a jamais fini d'être meilleur. On, on va toujours, il y aura toujours de la place pour une amélioration. Et ce que conteste Baudelaire, c'est la possibilité, justement, de ce progrès indéfini. C'est-à-dire, si par progrès on entend quelque chose qui ne doit jamais s'arrêter, bah, finalement, l'objection de Baudelaire, c'est quelle est la garantie de ce caractère indéfini du progrès. C'est ce qu'il nous dit dans les 2 dernières lignes du paragraphe 1, je cite, où est cette garantie? Elle n'existe, dis-je, que dans votre crédulité et votre fatuité. Autrement dit, selon Baudelaire, l'homme a une trop haute estime de lui-même quand il, euh, quand il croit à un progrès qui ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire, là, je vais peut-être m'écarter un tout petit peu du texte, mais pour aller dans le sens de Baudelaire, la première chose, c'est qu'on peut remarquer que le progrès, même du point de vue technique, c'est pas une courbe ascendante continue. C'est une courbe qui connaît euh, une, une croissance globale avec des moments de chute. Par exemple, vous avez certaines périodes de l'histoire où on oublie certaines techniques, on renonce à certaines techniques. Vous avez des périodes où on invente des machines qui constituent de véritables régressions. Bon, et tout ça, c'est encore plus vrai du point de vue moral, c'est-à-dire si on peut estimer que globalement au XXIe siècle, il y a beaucoup moins de meurtres, beaucoup moins de guerres, beaucoup moins d'événements dramatiques que, je sais pas, que au temps biblique par exemple, c'est un constat qui est statistiquement vrai, mais ça n'empêche pas des rechutes ponctuelles dans la barbarie. J'ai déjà évoqué la surprise qu'a été pour les Européens la Première Guerre mondiale. Dans un siècle qu'on pensait civilisé, où on pensait que les Européens s'entendaient bien, qu'ils utiliseraient toujours les uns avec les autres la diplomatie plutôt que la violence, on est retombé subitement dans une sorte de furie guerrière, où on ressurgit les nationalismes, où on s'est mis à déshumaniser nos adversaires, à les considérer comme des animaux, à les massacrer en masse. Donc ça, c'est un point qui est surtout vrai pour le progrès moral, mais le progrès, ça fait pas ça. Le progrès, ça fait ça avec une tendance haussière, si on veut, mais on peut connaître, le progrès connaît des allées et des retours, si on veut. Il s'agit pas d'une courbe continue. Ça, c'est la première remarque. Baudelaire ne le dit pas explicitement dans le texte, mais on peut avancer ça en l'appuyant. La deuxième remarque, c'est est-ce que finalement on a une preuve que cette tendance haussière se poursuivra éternellement? À notre époque, c'est une question particulièrement sensible. Est-ce que finalement, avec l'invention de l'arme nucléaire, on n'aurait pas à craindre une extermination définitive de l'humanité, ou en tout cas une annihilation par exemple, de tous nos moyens d'enregistrement des connaissances et une sorte de retour à l'âge de pierre, hein. Est-ce que voilà, est-ce que finalement le progrès technique va se poursuivre? On ne le sait pas. On peut penser aussi à cet excellent film que je vous recommande beaucoup qui s'appelle Idiocratie, Idiocracy, Idiocracy, qui raconte l'histoire d'un soldat américain tout à fait moyen, un mec médiocre, vraiment moyen partout, qui va participer à des expériences pour l'armée américaine. Donc il va être cryogénisé, c'est-à-dire son corps va être congelé mais conservé en vie. Et par accident, la section de l'armée qui va le cryogéniser va faire faillite. Donc le gars va être oublié dans un caisson et il va se réveiller 500 ans plus tard. Et le pari du film, qui est un pari qu'on peut trouver cruel et très discutable, mais pour l'instant c'est pas le sujet, le pari du film, c'est que les gens idiots font globalement beaucoup plus d'enfants que les gens intelligents. Donc, il y aurait une tendance à l'écrasement des gens intelligents par les gens idiots, et donc à la domination des seconds par les premiers. Le pari étant que notre époque fournit un confort minimal à la plupart des gens, sans qu'ils aient besoin de mériter leur subsistance par leur intelligence ou leur force ou un talent quelconque. Donc la sous-thèse du film, c'est la modernité technique fournit le confort à n'importe qui, à l'immense majorité des gens, y compris des idiots finis, qui, d'un point de vue darwinien, ne devraient pas survivre, hein. Donc on fournit l'eau et l'électricité et la nourriture à des cons qui auraient dû mourir tout seuls dans la nature. C'est un parti pris.
cruel et très discutable, mais c'est le parti pris du film. Donc, si on suit cette logique, les idiots font beaucoup d'enfants et les gens très intelligents, très diplômés, donc beaucoup plus prudents, attendent d'être très vieux pour faire des enfants et souvent finissent par ne pas en faire. Ou quand ils en font un ou deux grands max. Et ben, ça aboutit à une humanité complètement décérébrée. Et dans le film, une fois qu'on est projeté dans ce flash forward 500 ans dans le futur, on est dans les 2500-2600, on est dans une Amérique qui tombe en ruine parce que on n'a plus d'ingénieurs, on n'a plus de médecins, on n'a plus de gens qui lisent, et tout le monde est devenu complètement idiot. C'est-à-dire le sport national, c'est des voitures géantes qui vont écraser des condamnés à mort dans des arènes, un peu comme les arènes romaines. Le président, il est incarné par cet acteur génial, là, je sais plus comment il s'appelle. Bref, le président est un crétin fini qui ne jure que par la grosseur des muscles et la pornographie. On peut se demander si le président américain actuel est mieux, mais ça c'est un autre débat. Bref, c'est le règne de la stupidité. Et donc, c'est un film qui nous interpelle parce que une des questions qu'il pose, c'est justement cette question de la continuité du progrès. Finalement, on est tous globalement plus intelligents que nos arrière-arrière-grands-parents. On a des machines qui fonctionnent mieux, on est en meilleure santé, on vit dans des sociétés plus pacifiques globalement. Est-ce qu'on a une garantie que ça continue toujours? Et en fait, ce que dit Baudelaire, c'est que il est vraiment inscrit dans la doctrine du progrès, que le progrès continue de façon indéfinie. Or, ce qui soulève, c'est que on n'en sait rien. On n'en sait rien, et c'est un pari inconsidéré que de prétendre que ça va continuer comme ça éternellement. Alors, voilà pour le premier paragraphe. C'est surtout le deuxième paragraphe qui, dans le cadre de cette leçon, va nous intéresser. Je relis ce deuxième paragraphe parce qu'il est assez court. Je laisse de côté la question de savoir si, délicatisant l'humanité en proportion des jouissances nouvelles qu'il lui apporte, le progrès indéfini ne serait pas sa plus ingénieuse et sa plus cruelle torture. Si, procédant par une opiniâtre négation de lui-même, il ne serait pas un mode de suicide incessamment renouvelé, et si, enfermé dans le cercle de feu de la logique divine, il ne ressemblerait pas au scorpion qui se perce lui-même avec sa terrible queue, cet éternel desideratum qui fait son éternel désespoir. On sent que c'est un poète qui écrit le texte. C'est nettement mieux écrit que la plupart des textes philosophiques. Alors, ici, quel est l'argument? C'est un argument extrêmement puissant. Baudelaire est en train de contester l'idée même que le progrès soit une bonne chose. Il est en train de nous dire que si nous sommes attachés au progrès, c'est précisément parce que nous considérons que quand on progresse, on va vers le mieux. Mais qu'est-ce que ça suppose d'aller vers le mieux? Ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Si je souhaite que le progrès technique m'apporte des lunettes qui me permettent de voir plus loin, bah, ça suppose que je considère que mes lunettes actuelles ne me permettent pas de voir assez loin. Donc ça veut dire que je ne suis pas satisfait de mes lunettes. Et donc, croire au progrès, c'est aussi dénigrer ou rejeter la valeur des choses que nous avons. Vouloir le progrès, c'est battre en brèche tout ce que nous avons sous la main. C'est s'en désintéresser. Parce que c'est pas assez bien, parce que c'est jamais assez bien. Parce que les instruments qu'on a à portée de main ne sont pas suffisamment efficaces, pas suffisamment beaux, pas suffisamment puissants. Et donc ça veut dire que cette croyance au progrès, elle nous condamne pas forcément à vouloir toujours plus, mais à vouloir toujours mieux. Sauf que vouloir toujours mieux, c'est n'être littéralement jamais content. C'est d'être jamais satisfait. Puisque la satisfaction, c'est un état de stabilité, c'est un état où on ne désire rien de plus. Or là, le concept de progrès suppose qu'on a toujours quelque chose de plus à désirer, quelque chose de mieux, plutôt, à désirer. Et donc, désirer le progrès, au moins sous sa forme interminable, c'est se condamner au malheur. Donc, ça signifie que le paragraphe 2 répond au premier paragraphe. Dans le premier paragraphe, Baudelaire disait qu'on avait tort de croire à un progrès indéfini, et finalement dans le deuxième paragraphe, Baudelaire nous dit ou bien vous devez renoncer au progrès, ou bien vous devez astreindre un but terminal au progrès. Vous devez dire par exemple, dans le cadre du progrès technique, ce qu'on veut c'est des machines qui, par exemple, nous remplacent au travail, ou des machines qui feront telle fonction ou telle fonction. Mais il faut s'arrêter un moment.
C'est ce que dit Aristote sur un tout autre sujet, pardon. C'est une phrase très connue en philosophie, c'est ananke stenai. Ananke stenai, ça veut dire littéralement, il faut s'arrêter quelque part. Il est nécessaire de s'arrêter. Et donc, c'est un peu ce que dit Baudelaire ici, il faut s'arrêter quelque part, parce que si finalement on veut que le progrès soit indéfini, alors on se suicide, hein. Il emploie le terme de suicide. C'est on se condamne à l'insatisfaction perpétuelle. Donc on sera jamais heureux. Donc, finalement, si on essaie d'appliquer ce texte à notre leçon, à notre sujet, hein, est-ce que le progrès technique nous libère du travail? On voit que pas du tout, puisque le progrès technique nous pousse à vouloir toujours mieux, mais pour vouloir toujours mieux, il faut toujours travailler autant, voire davantage, pour produire les, les instruments qui nous permettront de réaliser le progrès, qui nous permettront de réaliser le mieux. Et donc ça veut dire que nous sommes condamnés à travailler éternellement pour satisfaire notre désir de progrès. Donc en fait, le texte de Baudelaire est très puissant parce qu'il nous permet de dire que ce qui nous empêche de nous libérer du travail, c'est précisément le progrès technique. Ou du moins, le désir de progrès sur le plan technique. C'est ça qui nous condamne au travail, comme Prométhée a pu être condamné, a pu être attaché sur son rocher. C'est ça le problème. Donc finalement, le problème, c'est pas le travail, le problème, c'est le progrès. Et c'est pour ça aussi que je le mets dans le grand 2, c'est que finalement, le progrès technique ne nous permet pas d'arrêter de travailler, au contraire, il nous condamne, il nous attache à une sorte de roue qui tourne perpétuellement, parce que le progrès technique, finalement, nous force à toujours travailler pour perpétuer la logique du progrès. Donc, la réponse est non. Non, le progrès technique ne nous libère pas du travail. Alors, pour la transition, au fond, qu'est-ce qu'on a dit dans ce grand 2? On a constaté que le pari du grand 1 n'avait pas été tenu, que cette possibilité de libération, enfin d'affranchissement du travail par la technique n'était pas passée à l'acte. Pourquoi? Parce que finalement, le progrès technique nous fait travailler pour la machine et non pas pour nous. Pour la machine et non pas pour nos besoins. Ce qui veut dire que nous devons travailler toujours autant, voire parfois plus difficilement dans des conditions plus rudes, à cause du progrès technique. Donc pour moi, la question que ça pose, et donc là j'amorce le grand 3, c'est comment fait-on pour rediriger le progrès technique vers l'homme? C'est-à-dire comment on fait pour éviter que le progrès technique ne dévore le travail, ne le rende plus pénible, plus long, ne le perpétue? Comment on fait? Comment on fait pour que, je formule la question 5 fois de suite pour être bien sûr que tout le monde comprenne, comment on fait pour que le progrès technique devienne un outil de libération et pas justement un outil d'asservissement? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut espérer une libération de la part du progrès technique? Ben ça, on l'avait vu dans le grand 1, mais on a vu dans le grand 2 que dans les faits, ça s'était pas passé. Donc la question qui nous reste, c'est comment on fait concrètement, quelles sont les conditions pour que le progrès technique devienne un outil de libération? La deuxième question qu'on devra se poser, qui sera très importante dans le grand 3, c'est ok, pour l'instant, on assigne au progrès technique cette fonction de nous libérer du travail, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de travailler, mais est-ce que c'est une bonne idée de nous libérer du travail? Ça, c'est une question qu'il faudra aussi examiner. C'est-à-dire, euh, se demander si le progrès technique nous libère du travail, c'est forcément considérer le travail comme une contrainte, comme quelque chose qui nous dégrade, qui nous aliène, qui nous fait chier, qui nous rend pire que ce que nous sommes. Bon. Mais ça, pour l'instant, on l'a supposé, on l'a pas vraiment démontré. Est-ce que le travail en lui-même n'est qu'une contrainte? Est-ce que l'acte de travailler, là je parle pas du produit du travail, je parle du geste, du fait de travailler, est-ce que le fait de travailler est simplement une contrainte dégradante, ou est-ce qu'au contraire, ça peut être une activité dans laquelle on s'épanouit et dans laquelle on trouve l'expression d'une forme de liberté? C'est ça la question aussi, est-ce qu'il faut forcément renoncer au travail, dans le cas où c'est une contrainte, ou si c'est pas qu'une contrainte, est-ce que justement, il faut pas attendre du progrès technique qui nous permette de travailler librement? Et ça va être ça finalement la thèse de notre grand 3. Je l'annonce sans la démontrer, je la démontrerai dans le grand 3, c'est que le travail, dans de bonnes conditions, est nécessaire à l'homme. En fait, l'homme n'a pas seulement besoin du produit du travail, il a aussi besoin du travail en lui-même. Parce que notre grande idée, ça va être que le travail, en fait, c'est le travail qui nous rend libre. C'est en travaillant qu'on se libère. Donc le travail n'est pas quelque chose dont il faudrait se libérer, il faut seulement se libérer du travail aliénant, du travail déshumanisant, mais pas du travail en lui-même. Il y a une forme de travail qui peut nous rendre plus libres, qui peut
enfin, dans laquelle on peut se sentir bien. Et donc, la question du grand 3, ça va aussi être, comment est-ce que le progrès technique peut nous aider à trouver cette forme de travail qui nous libère, dans laquelle, justement, on se sent pas contraint, on se sent pas pris au piège, mais on peut au contraire exprimer une forme d'humanité. C'est un peu ça la question. On essaiera d'y répondre dans le grand 3.